Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française de la TV+, Madagascar. Pour ce soir, suivons d'abord nos titres. Au Vatican, plus de 250 000 fidèles ont assisté ce samedi matin, place Saint-Pierre, aux funérailles du pape François. Un moment de communion selon les explications. Le président Andrzej Duda fait partie des personnalités qui ont assisté aux obsèques du pape François au Vatican. La dépouille mortelle de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar en France, Olivier Hugues Johnson, arrivera à l'aéroport d'Ivat cette nuit. Selon les informations, l'enterrement de l'ambassadeur de Madagascar en France se tiendra le mercredi 30 avril. Le travail des enfants demeure une réalité préoccupante à Madagascar selon les explications. De nombreux enfants, souvent issus des familles défavorisées, sont encore contraints de travailler dans des conditions difficiles, notamment dans le secteur minier et dans le secteur domestique. Face à cette urgence, les autorités malagasques, en collaboration avec les partenaires internationaux, envisagent l'élaboration d'un nouveau plan d'action national pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Cela fait maintenant 2 mois que l'eau ne coule plus des robinets à Tsaraounenan, Antsamev, Mausolée, Andressour et Fort-du-Chêne. Déjà habitués aux coupures prolongées, les habitants continuent de subir une situation qui s'aggrave. Le prix d'un bidon jaune d'eau atteint désormais 3 milliards, une dépense devenue insoutenable pour les familles modestes, selon les témoignages recueillis. À la une des actualités au Vatican, plus de 250 000 fidèles ont assisté ce samedi matin, place Saint-Pierre, aux funérailles du pape François. Un moment de communion selon les explications. Le pape François a été inhumé en la basilique Sainte-Marie-Majeure. Environ 150 000 personnes ont salué le cercueil dans les rues de Rome selon le Vatican. Le président malagasy Andrzej Duda fait partie des personnalités qui ont assisté aux obsèques du pape François au Vatican. Reportage de France 24. C'est l'image qui restera. La lente traversée du cercueil du pape défunt dans les rues de Rome. Sous les applaudissements. Une page inédite dans l'histoire des obsèques papales. Un trajet de 5 km voulu par François lui-même, allant de Saint-Pierre jusqu'à Sainte-Marie-Majeure. Cette basilique où il a choisi d'être inhumé. Avant ce dernier voyage, une marée humaine. 250 000 personnes sur la place Saint-Pierre, mais aussi des milliers d'autres sur l'avenue qui mène au parvis de la basilique. Les acclamations au loin de l'immense foule quand le cercueil du pape est transporté hors de l'édifice. Il est sobre, en zinc, doublé de bois et posé à même le sol. Cette simplicité est aussi la volonté de François. Une Bible à feuilles ouvertes et cette messe en plein air, dans le recueillement, mais aussi les applaudissements. Notamment quand le doyen des cardinaux évoque dans son homélie le pape des démunis et des exclus que fut François. Le pape François a toujours conservé son tempérament. Il a été un pape au milieu des gens, avec un cœur ouvert à tous, désireux d'être proche de tous, avec une attention pour les personnes en difficulté. 2 carrés autour de l'autel, les cardinaux en rouge, en noir, les personnalités, têtes couronnées et chefs d'État. Aux abords, des milliers de fidèles rendant un dernier hommage à celui qui se disait lui-même le pape des périphéries. Il était un modèle de vie. Il nous a montré une église pauvre qui protège les pauvres. Pour moi, il était l'homme le plus humble que je connaisse. Un homme simple qui protégeait tout le monde. C'était un homme saint, un homme bon, un homme de paix, qui voulait la paix pour tout le monde.
Une messe de funérailles rassembleuse pour le premier pape non européen que fut François. La dépouille mortelle de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar en France, Olivier Hugues Johnson, arrivera à l'aéroport d'Ivat cette nuit. Selon les informations, une messe de recueillement avec sa famille a eu lieu à l'ambassade de Paris le 23 avril dernier. De nombreux membres de la diaspora, d'associations et de partis politiques sont venus à l'événement. L'enterrement de l'ambassadeur de Madagascar en France se tiendra le mercredi 30 avril. L'ambassadeur de Madagascar en France à Paris est décédé le 21 avril à l'âge de 79 ans. En plus d'être ambassadeur en France, il avait reçu les pleins pouvoirs pour représenter le pays auprès du Saint-Siège au Vatican, auprès de la Principauté de Monaco, auprès de la Principauté d'Andorre, auprès de l'Espagne, du Portugal et enfin d'Israël. Le 23 avril, une cérémonie de prière pour un moment de recueillement avec la famille du défunt et ses proches collaborateurs a eu lieu à l'ambassade de Paris. Diverses organisations de la diaspora, des membres d'associations et des partis politiques en France sont également venus réconforter la famille. La vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. La dépouille mortelle de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar en France, Olivier Hugues Johnson, arrivera à l'aéroport international d'Ivat le samedi 26 avril 2025 à 22h. Elle sera acheminée à la Villa Cassis au lotissement Bonnet à Ivange. D'après l'organisation de ses proches, la levée du corps aura lieu le mercredi 30 avril 2023 à 13h. Le corps sera acheminé pour une messe à la gloire de Dieu à l'église FMTA à Chanbury, Kiambatnakang, pour une messe en honneur de Dieu. Puis le corps de feu Johnson Olivier Hugues sera déposé dans la sépulture familiale en Sapanjan, Ilafi. Le travail des enfants demeure une réalité préoccupante à Madagascar selon les explications. De nombreux enfants souvent issus de familles défavorisées sont encore contraints de travailler dans des conditions difficiles, notamment dans le secteur minier, dans le secteur domestique. Face à cette urgence, les autorités malagasy, en collaboration avec les partenaires internationaux, envisagent l'élaboration d'un nouveau plan d'action national pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Ce plan en cours de conception devra tenir compte du contexte mondial actuel marqué par des défis économiques, sociaux et environnementaux, selon les explications d'Omega Nevtson. Une hausse du nombre des enfants obligés d'entrer dans le monde du travail lié aux guerres, à la pandémie de Covid-19, mais surtout au contexte économique mondial a été notée ces dernières années. D'après les dernières statistiques, 260 millions d'enfants travaillent au niveau mondial. À Madagascar, le travail des enfants est encore une réalité, reconnaît le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. La situation économique des ménages constitue la principale raison de cette situation. De nombreux enfants sont en effet obligés de travailler pour aider financièrement leur famille, pour subvenir aux différentes charges financières. Parmi les secteurs où l'on rencontre le plus d'enfants qui travaillent figurent le secteur minier et le secteur du travail domestique. Ces secteurs restent parmi les plus touchés par cette problématique, exposant les enfants à des dangers physiques, à l'exploitation et à l'abandon de leur scolarité. Cette situation compromet non seulement leur développement, mais également l'avenir du pays selon les explications. Aussi, pour renforcer la lutte contre le travail des enfants, les Nations Unies ont apporté leur soutien à travers l'élaboration du Plan national d'action 2025-2040. En effet, la lutte contre le travail des enfants est une priorité mondiale dans la mesure où le contexte international est très difficile, impactant des secteurs clés où les travailleurs vulnérables et les enfants sont touchés. Les stratégies adoptées lors de la mise en œuvre de ce plan doivent donc adapter à ce contexte, mais devraient surtout apporter des résultats probants. Donc ce plan national pour l'action, qui est de 2025-2040, c'est pour essayer de vraiment développer des stratégies afin d'obtenir des résultats probants
et en travaillant dans un contexte où vous avez l'aide au développement qui diminue aussi, comme vous avez pu le lire. Et donc, comment faire plus avec moins de ressources, mais en travaillant de manière plus efficace. Développer des stratégies concrètes et adaptées pour protéger les enfants, renforcer les systèmes de contrôle et favoriser l'accès à l'éducation sont les principaux objectifs, selon Adjara Kabon, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Il s'agira également d'impliquer davantage les communautés locales, les entreprises et les institutions publiques dans cette lutte, selon les précisions. Cela fait maintenant 2 mois que l'eau ne coule plus des robinets à Tsaraounen, Antsamev, Mausolée, André-Sour et Fort-du-Chêne. Déjà habitués aux coupures prolongées, les habitants continuent de subir une situation qui s'aggrave. Malgré plusieurs alertes adressées aux responsables de la Jirama, aucune solution durable n'a encore été trouvée. Les cuves bleues mises à disposition, censées être une réponse temporaire, ne suffisent plus à répondre à la demande croissante. De plus, les puits s'achèvent rapidement en raison du grand nombre de personnes qui viennent y puiser de l'eau. Le prix d'un bidon jaune doit atteindre désormais 3 000 rials, une dépense devenue insoutenable pour les familles modestes, selon les témoignages recueillis par Santa Chalante Nijiniana et Eric Ranefson. Depuis 2 mois, les habitants de Tsaraounen, d'Antsamev, de Mausolée, d'André-Sour et de Fort-du-Chêne endurent une grave pénurie d'eau. D'après leur plainte, l'eau n'a coulé que 3 fois depuis le début de l'année 2025. Ce problème d'approvisionnement qui dure depuis plusieurs années s'est considérablement aggravé. Auparavant, l'eau était disponible au moins 1 fois par semaine. Malgré de nombreuses sollicitations adressées à la Jirama, aucune solution durable n'a été proposée. Les cuves bleues installées temporairement ne suffisent plus et l'eau collectée dans les quelques puits encore accessibles est également insuffisante. De nombreux habitants sont contraints d'aller chercher de l'eau très loin, tandis que ceux qui en ont les moyens achètent de l'eau auprès de puiseurs d'eau. Le prix d'un bidon jaune atteint jusqu'à 3 000 rials en raison de la distance entre les sources d'eau et les quartiers desservis. Certains foyers dépensent jusqu'à 10 000 rials par jour uniquement pour l'eau. L'eau est devenue plus chère que les produits de première nécessité, déplore une mère de famille. Paradoxalement, les habitants continuent de recevoir des factures d'eau chaque mois, malgré l'absence de services effectifs. Face à cette situation critique, les résidents des Fouktans concernés appellent les autorités à trouver une solution durable au problème d'eau. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se retrouve dans le journal en version malagasy à 19h30. Je vous dis alors à tout à l'heure.